Alors, un peu plus d'un mois après sa promesse d'une loi pour interdire l'accès aux plateformes pour les enfants de moins de 15 ans, eh bien, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement une procédure accélérée afin de permettre son application dès la rentrée prochaine. Je vous propose d'écouter le président de la République. On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et on va interdire les portables dans nos lycées. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Et au fond, c'est un message de protection de nos enfants, et c'est une décision très concrète, et de souveraineté, d'indépendance de la France. J'ai demandé au gouvernement d'engager la procédure accélérée pour que ça puisse aller le plus vite possible, que ça puisse passer au Sénat, parce que ce que je veux faire, c'est que ça soit applicable à la rentrée prochaine. Alors Alexandre Malafaille et Jean-Michel Salvatore, on a entendu Jacques Serret tout à l'heure nous faire une analyse. Alors on ne va pas se lancer dans une analyse politique, Jacques l'a fait très bien, mais bon, il y a un petit peu un court-circuit de Gabriel Attal sur ce plan-là. Il n'empêche son intérêt, on va en parler avec vous bien sûr, mais d'abord, mon invité Fabrice Epelboin, entrepreneur, enseignant, spécialiste du numérique et des médias sociaux. Bonsoir Fabrice Epelboin. Bonsoir. Alors tout d'abord... Est-ce que cette disposition, est-ce que cette loi qui va entrer peut-être en vigueur, elle sera adoptée en tout cas à l'Assemblée nationale demain, est facile à mettre en œuvre ? Alors vraiment pas. D'un point de vue strictement technique, ça pose des problèmes dans tous les sens. Ça va nécessairement obliger de vérifier l'âge de tous les Français, pas juste des mineurs, parce qu'il va falloir s'assurer lesquels d'entre eux sont mineurs. Ça va donner lieu à tout un tas de données personnelles qui vont aller un peu partout. On ne sait pas encore très bien ce qui va être mis en place. Ce qu'on sait par contre, c'est que les données personnelles fuitent sur Internet quasiment tous les jours aujourd'hui. Donc il y a déjà ce problème. Il y a le fait de s'identifier en quelque sorte, même sans donner nécessairement ses papiers d'identité sur les réseaux sociaux, c'est un premier pas vers la validation d'identité sur les réseaux sociaux, la fin de l'anonymat et du pseudonymat, ce qui pose là encore tout un tas de problèmes. Et puis il y a les enfants qui vont évidemment apprendre à contourner le problème. On a l'exemple avec l'Australie qui a mis en place une telle loi depuis déjà plusieurs mois, et on s'approche doucement de la moitié des adolescents qui ont trouvé moyen de contourner le problème. C'est pas très compliqué. Donc pour vous c'est une illusion ? Techniquement, ça pose tellement de problèmes que ça va amener plus de problèmes sur la table que ça ne va en résoudre. Ça sera pas particulièrement efficace pour empêcher les adolescents d'accéder aux réseaux sociaux. Et puis, ça cache le vrai problème. On est en train de mettre en place une loi qui interdit l'alcool aux mineurs pour lutter contre l'alcoolisme. C'est bien, dans l'absolu, si on pouvait le faire de façon aussi simple, ça marcherait, mais le problème, c'est l'alcoolisme. On pourrait commencer, par exemple, par imposer à ces grandes plateformes de pouvoir désactiver ces algorithmes de recommandation qui génèrent l'essentiel des problèmes qu'on constate chez les adolescents et chez les adultes aussi, on va pas se voiler la face. Mais chez les adolescents, c'est beaucoup plus critique. Typiquement, le DSA, qui au passage empêche normalement de faire la loi que Macron décide. Le Digital Service Act est censé obliger les plateformes à pouvoir passer d'un algorithme de recommandation qu'on utilise tous les jours à juste un flux chronologique qui là n'aura plus cet effet d'addiction qu'on reproche aux réseaux sociaux et qui ont autant d'impact psychologique, notamment sur les plus jeunes. Le DSA l'impose, ça n'a jamais été appliqué par qui que ce soit en dehors de Twitter qui l'a mis en place. Les autres plateformes ont superbement ignoré cette consigne. Jean-Michel Salvatore, c'est pas très optimiste. Non, c'est pas très optimiste. Alors justement, si on reprend l'exemple australien, parce que finalement, c'est intéressant, puisque eux ont essayé. Vous nous dites que la moitié des enfants a contourné l'interdiction. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis ? Comment ont-ils fait, ces adolescents ou ces jeunes, pour contourner l'interdiction ? Alors, on est un peu moins de la moitié de mémoire, on est dans l'ordre de 40%. Il suffit d'utiliser un VPN et vous pouvez être à peu près sûr qu'avec l'interdiction de la pornographie aux mineurs, les mineurs ont appris à utiliser un VPN. C'est très simple d'usage, ça ne coûte rien. Il y en a même certains qui sont gratuits. L'autre problème, par ailleurs, c'est que ceux des mineurs qui n'accéderaient plus à TikTok ou Instagram risquent d'aller se réfugier dans d'autres zones qui sont beaucoup moins surveillées, beaucoup moins modérées qu'à des toutes petites zones. Et là, on va les disperser dans la nature, dans des endroits qui potentiellement peuvent être bien plus dangereux que TikTok ou Instagram. Vous faites allusion au dark web ou...
ce genre de Non, choses non, pas nécessairement le dark web, des serveurs Discord, des endroits qui sont beaucoup moins connus des parents, totalement en dehors du regard de l'État et de tout le monde, à vrai dire, et dans lesquels ils vont se retrouver en plus petit comité sans la moindre modération, parce qu'on a affaire à des toutes petites plateformes qui n'ont pas les moyens, tout bêtement, de se payer de la modération. Alors, c'est quoi l'idée, Fabrice Epelboin? Il faut compter sur l'éducation des parents, sachant que bon, quand on a des adolescents, on sait que c'est pas toujours évident. Il faut en avoir pour le savoir, c'est sûr. Alors, établir un dialogue avec les adolescents, c'est pas toujours évident. Par contre, mettre en place un filtre parental sur le smartphone qu'on leur offre à Noël, ça, par contre, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Et ça permet de verrouiller l'accès à travers le smartphone de l'adolescent à tout un tas de contenus, voire d'imposer un couvre-feu. Enfin, vous êtes en tant que parent au contrôle du smartphone de votre enfant. Vous le faites sur l'ordinateur familial. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire sur le smartphone que donnent aux enfants. Ces outils existent. Il suffit de les utiliser. Et puis, il y a un moment, il faut peut-être responsabiliser un peu les parents. Ils ont quand même un rôle dans l'éducation des bambins. C'est pas à l'État de tout prendre en compte. C'est de toute façon un dialogue qui est indispensable aujourd'hui. On peut pas laisser des adolescents débarquer dans le monde du numérique sans les accompagner. Les premiers à accompagner, ce sont les parents. Les enseignants sont déjà passablement débordés. Et au passage, on ne sait pas très bien comment des enseignants dans des lycées un peu agités vont pouvoir imposer le fait de ne pas utiliser les portables au lycée. Ça paraît déjà en tant que tel sacrément compliqué. Fabrice Epelboin, vous parliez de l'exemple australien. On parle souvent de l'exemple chinois qui aurait coupé carrément justement TikTok à tous ces bambins pour qu'ils soient performants à l'école. Est-ce que vous en savez plus justement sur l'expérience chinoise ? Les citoyens chinois sont dans une relation bien plus infantilisante que nous autres dans des démocraties. Effectivement, le gouvernement chinois qui contrôle et surveille totalement les réseaux impose un couvre-feu, impose une durée limitée d'utilisation tant des réseaux sociaux que des jeux vidéo aux enfants et aux adolescents. Et au bout d'un certain temps d'utilisation, le système se coupe. Mais ça nécessite quand même d'avoir mis en place un État Big Brother. On le met en place, mais on n'en est pas là. Alexandre Malafay. Oui, étant donné l'ampleur du problème, parce qu'une fois de plus, on se travaille très tard, c'est-à-dire qu'on laisse les difficultés s'installer, et puis à un moment donné, on réagit, on prend des grandes mesures. Alors, il y en a une qui est, je pense, assez positive, vous serez d'accord avec celle-là, c'est le fait d'interdire le portable dans les collèges et dans les lycées. Les collèges, ça a commencé, les lycées, ça devrait se faire. Là, au moins, pendant un certain temps, on crée un SAS et on fait en sorte que chacun soit concentré sur ce qu'il a à faire et on évite effectivement tous les effets de bord en cours ou en cours de récréation. Mais après, vous comptez sur la famille et vous comptez sur le DSA. Ça me paraît un peu limité parce que le DSA, je ne sais pas s'ils l'appliquent correctement. Et la famille, le temps qu'elle prenne la mesure de tout ça et qu'elle arrive à faire la police, c'est chez elle, si je puis dire, il faudra encore du temps. Est-ce qu'il ne faut pas davantage, je dirais, de mesures plus coercitives? Vous aviez apparemment un problème avec la fin de l'anonymat ou du pseudonymat. À un moment donné, pourquoi pas? Et le contrôle par l'âge, là aussi, c'est peut-être une mesure qui peut être à un moment donné beaucoup plus efficace. Fabrice Epelboin. Le contrôle par l'âge, c'est une mesure qui va avoir des effets de bord dans tous les sens. Contrôler par l'âge, ça veut dire contrôler tout le monde. Contrôler tout le monde, ça veut dire... Et pourquoi pas si c'est la bonne réponse personnelle. Alors, ça peut être la bonne réponse, c'est la bonne réponse en Chine, mais il faut faire une croix sur tout un tas d'autres choses que les Chinois ne connaissent pas, mais dont ils ne profitent pas. Le fait de pouvoir vous exprimer sous pseudonyme, la liberté d'expression, par exemple. Le fait de pouvoir exprimer une opinion sans que nécessairement ça ait un impact sur votre vie professionnelle. Vous trouvez ça positif en démocratie de pouvoir dire n'importe quoi sur n'importe qui de manière parfaitement anonyme et avec tous les effets aussi que ça provoque? Vous pensez que c'est un bon progrès de société, ça? Non, je pense que l'inverse est une régression terrible. Et on est dans cette espèce d'injonction paradoxale. Si demain, tout le monde s'exprime sous son identité, vous allez avoir des effets de bord sur la liberté d'expression qui vont être cataclysmiques et surtout une prise de conscience de la part de la population d'une régression démocratique qui aura en effet retour des effets qui potentiellement sont bien plus graves que ce qu'on cherche à soigner. Ça fait réagir. Ouais. Jean-Michel Sanator. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur les inconvénients de la levée de l'anonymat? Parce que vous avez plein d'intellectuels qui considèrent que ce serait la solution, à commencer par Luc Ferry qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui explique que finalement c'est l'anonymat qui pose un énorme problème et qui pervertit le système. À partir du moment où chacun apparaîtrait en son nom propre, on dirait moins de bêtises. Écoutez, vous avez un exemple absolument parfait de ce que ça peut donner comme climat social, un univers où tout le monde s'exprime sous sa vraie identité. Ça s'appelle LinkedIn et vous irez facilement... c'est plus policé.
C'est plus poli. C'est beaucoup plus policé. Ouais. Mais typiquement, sur LinkedIn, vous ne verrez jamais quelqu'un ni exprimer une opinion politique un poil divergente, comme celle que j'entends souvent sur votre antenne, ni exprimer quoi que ce soit qui remette en Mais question pourquoi l'éthique de son Non, entreprise. Pardon, mais c'est pas vrai du Oui, tout. Moi non, qui non, suis c'est LinkedIn vrai, oui, régulièrement, je vois sur le plan des expressions politiques à peu près tous les avis. Oui, Alors évidemment, ça reste bien élevé, ce qui en soi est Et pas puis forcément argumenter, désagréable. bon, c'est vrai que c'est pas toujours le cas sur X. Hein. Et ça reste dans les limites de la légalité. Alors, les limites de la légalité, on les a dépassées de très très loin avec le DSA. Rappelons que le DSA, ça consiste à déléguer le pouvoir de censure à des associations ou des ONG qui vont faire la liste des contenus qui les incommodent, les rapporter aux plateformes pour que les plateformes les invisibilisent. On est très 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 au-delà de l'article 10 de la Convention de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui justement fixe le cap de la légalité. Donc, quelque part, on est là encore dans cette injonction paradoxale. Si tout le monde s'exprime sous sa véritable identité, comme on le fait tous autour de la table là, on est tous dans ce cas de figure. Donc quelque part assez mal placé pour juger de qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas m'exprimer sous ma vraie identité. Qu'est-ce qui se passe quand je suis un agent de la fonction publique et que je suis astreint à un devoir de réserve. Qu'est-ce qui se passe sur la notion même de démocratie et de contre-pouvoir citoyen. L'anonymat, c'est quand même la base de la construction de la démocratie. C'est ce dont vous profitez quand vous vous isolez dans un isoloir. C'est pas la base de monsieur. l'irresponsabilité. C'est pas la base de l'irresponsabilité. On dit n'importe quoi. Quand on voit l'explosion, par exemple, de l'antisémitisme sur les réseaux, cette explosion est bien due à l'anonymat. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. L'antisémitisme sur les réseaux, aujourd'hui, on y répond en invisibilisant les messages antisémites, en faisant sauter un compte qui réapparaît immédiatement derrière. Vous croyez vraiment que c'est la bonne solution ? On est encore une fois dans une injonction paradoxale. L'enjeu n'est pas tant d'aller à droite ou à gauche, c'est de toute façon ni vous ni moi qui allons en décider. L'enjeu est de comprendre quels sont les inconvénients des deux chemins. Et il y a des inconvénients sur les deux chemins. Les deux choix vont mener à des Après, on se dérives perd un diverses peu, et parce que variées. là, on parle quand même de l'interdiction au moins de 15 ans, hein, donc ce qui est Non, sensiblement différent. on parle d'une première étape qui, dans 1 an, 2 ans, on en reparlera. Vous verrez que ce ne sera pas l'interdiction au moins de 15 ans. Ah oui, vous pensez qu'il n'y arrivera pas, Emmanuel Macron ? Décidément, Non, il je pense n'a que- déjà pas eu sa réforme des retraites, là, vous allez l'enterrer définitivement. Pour ce qui est d'arriver, encore une fois, on a l'exemple australien. La moitié des gamins contournent les choses. Donc non, on n'arrivera pas à interdire aux adolescents d'accéder à ces choses-là, ou en tout cas pas à tous les adolescents, et même Moi, pas à une majorité. je partage pas du tout votre point de vue. Je pense qu'il va falloir aller Non, beaucoup c'est plus pas un loin. point de vue, c'est Non, mais le attendez, résultat excusez-moi, de 4 mois d'expérimentation en Non, mais je Australie. suis d'accord C'est pas du tout avec un point de vue. le constat australien. Mais si on revient sur la problématique du fond, aujourd'hui, globalement, il y a une espèce de gigantesque zone grise ou noire qui s'appelle Internet, dans laquelle à peu près tout le monde peut faire presque tout et n'importe quoi, y compris en contournant les règles, en fabriquant un compte de 3, 4, 5, 6, 7. À un moment donné, moi je pense qu'on a une identité réelle, mais qui est dans le monde virtuel, et en même temps une identité réelle qui est dans le monde réel. Il va falloir créer une espèce de forme de plaque d'immatriculation pour chacun. Oui, Surtout, pardonnez-moi, dans des pays démocratiques où on peut s'exprimer. Alors après, on peut avoir besoin du pseudonymat si en effet on est en fonction, dans la fonction publique, pour éventuellement pouvoir s'exprimer sans être, etc. Mais pardon. Non, c'est illégal, monsieur, de s'exprimer dans la fonction publique. Vous aurez une injonction d'un juge qui aura votre identité et ensuite une sanction administrative. Oui, mais regardez le droit de la presse. Le droit de la presse est totalement régulé. C'est la presse, monsieur, c'est des privilégiés. C'est vous, c'est moi, c'est les salons parisiens, c'est des privilégiés. Pour le commun des mortels, qui sont juste agents de fonction publique, là, ils ont effectivement accès à une liberté d'expression. Ils peuvent jouer les lanceurs d'alerte quand ils voient des choses, typiquement les affaires de pédophilie dans les crèches, ce genre de choses. Ils peuvent se permettre de s'exprimer publiquement et dénoncer une situation sans risquer leur carrière. Tout le monde n'a pas le courage pour le faire à identité découverte et payer les conséquences, parce qu'elles sont lourdes. Elles sont très très lourdes. Lanceur d'alerte en France, c'est vraiment pas un sort enviable. Donc il y a encore une fois des inconvénients et des avantages dans les deux directions. Il s'agit malgré tout d'avancer les yeux grands ouverts sur les inconvénients qu'on va avoir. Les inconvénients d'avoir une plaque d'identité sur chaque compte de réseau social, c'est que, les petits malins dans mon genre peuvent utiliser un VPN à 1 euro par mois et contourner le problème en allant se connecter depuis les États-Unis ou un pays étranger. Et ça représente la moitié des gamins en Australie. Et que 2, on avance à grands pas vers une société où la liberté sera beaucoup plus restreinte. Je vous rappelle le cas anglais. On a 30 arrestations par jour pour des propos exprimés sur les réseaux sociaux.
Merci Fabrice Epelboin. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et enseignant spécialiste du numérique et des médias sociaux avec donc ce projet de loi plutôt, pas encore cette loi qui va être examinée à l'Assemblée nationale demain et Emmanuel Macron aimerait bien la voir entrer en vigueur dès la rentrée prochaine.